Ce que tu vois essentiellement dans l'intérêt de ma pensée, Salgadaire, c'était la dimension utopique et que tu t'interroges comme exemple sur le fait de savoir savoir si l'utopie, si l'hospitalité peut être considérée selon cette dimension utopique, et quels sont les prolongements que l'on peut lui donner. Oui, j'adhère à cette notion. Brossat avait mis l'accent sur quelque chose de très intéressant et qui est bien au centre de cette idée, c'est-à-dire qu'il y a on ne peut pas traiter d'une notion comme celle de l'hospitalité dans le cadre exclusivement du droit, dans le cadre de la réception de l'étranger par les États, parce qu'elle amène immédiatement des limitations, et que voilà un concept qui ne peut être traité que dans la mesure où on le traite comme inconditionné. J'avais trouvé également, a posteriori d'ailleurs, puis c'est ensuite que je l'avais vu, que Derrida, dans son livre sur l'hospitalité, parlait d'une hospitalité hyperbolique. Or, je crois qu'incontestablement, le domaine de l'hospitalité hyperbolique, c'est-à-dire qui dépasse les frontières que l'on donne dans le cadre de la pensée juridique, et que c'est un concept qui se rapproche d'une idée directrice, justement, une idée à l'infini. C'est cette dimension d'infini, d'idée directrice à l'infini, que l'on trouve dans la pensée utopique, en même temps celle de la possibilité de variations qui font que ce concept déborde, transgresse. Il ne faut pas dire transcende, c'est un mot très différent, parce que transcende, ça voudrait dire occuper une région directrice, une région archétypale. Là, il transgresse, c'est-à-dire qu'il va toujours au-delà des bornes qu'on lui fixe. S'il y avait, du point de vue méthodologique, ce genre de pensée, si l'on veut, peut se ranger dans le cadre, et ça je ne le dénie pas, je le revendique à plusieurs reprises dans le cadre de la pensée utopique. C'est en suivant cette ligne même que, par exemple, avait été écrit et classé, si l'on peut dire, Utopie nomade, ou même le concept de l'hospitalité, les variations qui ont été faites dessus. Est-ce qu'il s'agit à proprement parler le mot, je ne le renie pas encore une fois, je le revendique, mais il ne faut pas le traiter non plus comme quelque chose qui serait un Césamour-toi, une sorte de mot magique que l'on ne peut faire agir et qui par lui-même signifierait nécessairement quelque chose de complet. C'est quelque chose à manier toujours avec prudence, réserve, à voir dans quel cadre on se situe. C'est assez près de ce que, comme méthode, et dans l'âme atomique, ça se trouve présent, c'est revendiqué d'ailleurs dans certaines analyses que Guy Auquinguem et moi nous avons faites. C'est assez près de ce que Georges Bataille, appelait la généralisation. La généralisation, où Bataille et Caillois d'ailleurs, mais Bataille, lui, dans La part maudite, par exemple, lorsqu'il parle d'une économie générale, ou généralisée, et où généraliser dans ce sens-là, ça signifie faire passer au-delà des frontières qui sont en général assignées. L'économie générale, c'est une économie qui se place jusqu'à ce qu'on peut appeler une écologie, une cosmologie, qu'on trouve également d'ailleurs chez Fourier. Il y a ce processus de généralisation lorsqu'il parle des mouvements
des mouvements de l'âme. Les mouvements de l'âme sont également les mouvements du cosmos, qui sont également les mouvements planétaires. Donc ce phénomène de généralisation, qui est dans un sens très particulier, c'est pas une généralisation telle qu'on l'entend, par exemple pour créer des entités qui seraient des êtres généraux n'ayant aucune consistance. Là, au contraire, ça veut dire aller au-delà des frontières, pratiquer justement ce mouvement hyperbolique, ce mouvement qui, à un certain moment, nous porte à revoir, à replacer tout un ensemble de problèmes dans un cadre nouveau, ou faire passer des problèmes qui étaient disjoints dans un cadre qui apparaît comme le même, comme par exemple, tu as eu raison de le citer, le fait d'agréger un phénomène ethnologique, ethnographique comme celui de l'anthropophagie au comportement, à la conduite générale de l'hospitalité. Et tu as raison de citer dans ce cadre Oswald de Andrade, qui est un poète surréaliste des années 1920, qui a fait un manifeste provocateur qui s'appelle le manifeste anthropophagique et qui s'appuie sur l'histoire d'un peuple détruit depuis, complètement disparu, qui étaient les Tupis habitant les bords les rivages, la région côtière de la baie de Rio de Janeiro. Alors en forgeant d'ailleurs un jeu de mots, Tupi or not Tupi, qui est la conclusion du manifeste anthropophagique de Oswald de Andrade. Donc il faut aborder ces questions avec une certaine dose de distanciation, d'humour, et c'est peut-être ce qui les rend riches pour la pensée. Penser, c'est toujours agréger de nouveaux problèmes, c'est toujours porter au-delà. C'est à la fois établir des distinctions et à la fois élargir des domaines, faire que une autre vision, une autre optique, que on peut dire également, peut embrasser un champ qui jusqu'alors était traité avec indifférenciation et était passé inaperçu. On peut appeler cela aussi établir des déterminations, établir des différenciations et en même temps établir des rapprochements. Donc c'est dans cette alternance, ce va-et-vient de l'un à l'autre qu'il y a ce processus de la pensée qui, comme le disait Husserl, avance toujours en zigzag, c'est-à-dire va-et-vient, c'est ce va-et-vient qui est un va-et-vient créateur et qui fait que l'on ne peut pas immobiliser une pensée à l'intérieur simplement d'une catégorie identifiable et déterminée. Alors, dans ce sens-là, j'adhère totalement à ce que tu dis, mais peut-être en établissant davantage de différenciation. Ce qui est intéressant, c'est pas peut-être sur ce plan-là, alors les généralités, parce que généralité, ça veut dire effacer les différences, mais ça serait les généralisations dans le sens de bataille, c'est-à-dire les concepts qui permettent justement cette transgression, cette hyperbole, ce dépassement des limites à l'intérieur desquels ils peuvent être mis, et ça ne s'impose pas toujours, ce n'est pas quelque chose qui est toujours clair, que ça soit dans le domaine de l'analyse conceptuelle, que ça soit également dans le domaine de la compréhension d'un auteur en histoire de la philosophie. On avait donné quelques exemples hier, par exemple à propos du rapprochement, de la confrontation, de la différenciation entre Deleuze en particulier et la phénoménologie husserlienne et la phénoménologie hegelienne, c'est les rapports à Nietzsche aussi, les rapports à Bergson, voilà tout un tas de choses qui sont
les domaines dans lesquels se posent des problèmes et que c'est dans chaque cas qu'il faut voir de quelle façon pouvoir le poser. Et bon, je passe tout de suite alors à Hérodotus, à Constantin, puisque toi aussi tu avais énoncé quelque chose qui était intéressant autour de quelque chose qui était aussi un problème, puisque tu as organisé ton exposé autour de ce qu'on pourrait appeler le problème de l'âme, la philosophie à laquelle les philosophes contemporains se relient ou se rallient, se revendiquent très généralement d'un matérialisme, ce que fait d'ailleurs Deleuze, très officiellement, très ouvertement, explicitement, puisqu'il se revendique toujours de la matérialité, ce que fait Châtelet, ce que fait, dans un autre sens d'ailleurs, puisque lui-même, alors se relie à un marxisme que ne professe pas Deleuze, ce que l'on voit dans une certaine mesure, peut-être, quoique il soit moins sensible à l'appartenance à ces catégories chez Foucault, voire chez Derrida, mais que fait l'âme? Alors l'âme semble être quelque chose que l'on a définitivement exclu et qui appartient à des débats, des discussions qui relevaient de la métaphysique classique. Alors c'était la question que tu posais, y a-t-il quelque chose qui est une exclusion de l'âme? Comment se fait-il qu'on voit réapparaître cette idée et revendiquer ce mot dans l'anatomique? C'était ça alors. Tu avais, mais je ne comprends pas pourquoi tu l'avais écrit sous la forme et là ça reste pour moi un peu problématique, qui est incontestablement imprononçable, d'autre part, puisque si l'on prend le mot de la seconde partie errer, on ne peut le prononcer que errer. Chéré. Et oui, et d'autre part, avec deux. Donc, mais je ne suis pas contre ce jeu du mot imprononçable, mais pourquoi errer? Je ne suis pas contre cette idée. Tu l'as pris au niveau d'utopie nomade, peut-être, c'est ça. Mais la relation entre l'un et l'autre n'est pas toujours d'une clarté absolue. Alors, je ne sais pas quel était ton... Je vois bien qu'il y a un problème. Revendiquer, que signifie revendiquer l'âme et la notion, le mot, le langage, si l'on peut dire, de l'âme, pour quelqu'un qui, d'autre part, a l'air de se relier à une forme de pensée qui, au contraire, relèverait du matérialisme, voire anciennement, puisque j'ai commencé un peu par là, quoique n'y ayant jamais appartenu exactement le matérialisme dialectique exprimé par Marx, que va signifier, ou tout au moins qui revendique une forme de positivisme, qu'est-ce que cela va signifier? Et d'autre part, alors quelle va être la relation de cela avec ce mot errer qui, lui, est exprimé dans Utopie nomade. Ce sont des idées qui sont présentes, qui sont intéressantes, mais c'est le lien peut-être entre l'un et l'autre, le passage de l'un à l'autre qui ne me paraissait pas tout à fait explicité. Alors, je te donne la parole. Il faudrait qu'on écrive ça, puisque tu l'avais écrit sous cette forme. Tu avais écrit comme ça, pour ceux qui n'étaient pas à la guerre. Et voilà, c'est un mot qui me met deux airs d'abord, et qui d'autre part s'appelle comme ça. Alors il faut que l'on reconnaisse mon appellation, mon patronyme là-dedans. Oui. Le titre n'était pas qu'une astuce, un jeu de mots
d'écriture plutôt, parce que, comme vous l'avez dit, ces mots n'est pas prononçable. Donc, il s'agit d'un jeu. Et il s'agit d'un jeu qui peut être lire dans les cadres peut-être de la thèse de Roland Barthes que l'auteur n'existait pas. Donc, moi je commence par les concepts ou plutôt les non-concepts d'âme pour éclaircir quelque chose sur la philosophie contemporaine et aussi sur l'écriture, et l'écriture en tant que mouvement littéraire. Donc, c'est un jeu qui va avec le lacanisme. Je rappelle le fameux Joyce le symptôme, mais mon exposé n'était pas, bien évidemment, dans la veine de Lacan. Je peux ajouter quelques mots sur ce titre. Donc, en 3 points peut-être. Premier point, c'est la thèse de Roland Barthes sur l'auteur. Deuxième point, c'est votre boutade qui est les idées ne sont pas dans la tête, mais elles circulent dans l'air. Donc, il y a toute une construction philosophique autour de la notion d'influence au niveau de littérature. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette ouverture au-delà de l'auteur, qui est aussi bien sûr une ouverture au-delà du sujet classique. On peut prendre l'université de Vincennes, l'esprit vincénois comme une âme intégrale, comme un lieu de pensée qui, malgré les grandes différences, il a encore quelque chose de commun. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que votre nom s'ouvre vers quelque chose d'autre, à la recherche de l'âme. Il s'agit d'une errance philosophique à laquelle Joachim Ghem et bien d'autres sont liés. Il y a deux conceptions de l'âme en gros, parce que ça doit être ensuite perfectionné, modulé, mais pour comprendre, il y a la conception dualiste et la conception moniste. La conception dualiste, ça veut dire des conceptions qui séparent le corps en tant que matière et l'âme en tant que principe spécifique, qui peut être à la fois un principe spirituel lorsqu'il s'agit de la pensée, mais en même temps aussi un principe animique qui est relié à la vie et qui se trouve développé, pour moi, impliqué dans toutes les pensées de forme platonicienne. Il y a donc la conception platonicienne que l'on retrouve jusque chez Descartes, et d'autre part la conception qui, elle, n'est plus
dualiste, c'est-à-dire qui ne sépare pas deux substances dont l'une serait matérielle